Bonjour et merci de passer quelques instants avec moi sur cette conférence Alessa Live. La supply chain et la logistique subissent une pression énorme depuis la pandémie, mais même avant la pandémie, notamment liée à la mutation omnicanale du commerce. Et aujourd'hui, un des leviers majeurs pour pouvoir répondre aux exigences et répondre à cette pression, apporter des solutions face à cette pression qui est mise sur la logistique et le transport omnicanal, c'est l'automatisation et la robotisation des process, notamment en entrepôt. Alors, ok, c'est un levier majeur. Il faut aussi considérer que la robotisation, l'automatisation des sites logistiques vient en complément d'une organisation qui doit déjà être assez mature. On ne robotise pas d'abord, on va d'abord organiser et équiper notamment de logiciels d'organisation, logiciels qu'on appelle de gestion d'entrepôt. Et ensuite, on va pouvoir compléter avec de la robotique et de l'automatisation. Si c'est un levier de gain majeur, ce qu'on observe en fait principalement, c'est moins le remplacement complet par les automates ou les robots des équipes qui sont traditionnellement en place dans les sites logistiques, des équipes humaines, mais on a beaucoup plus accès en logistique sur la cohabitation entre l'homme et la machine, en fait, entre les robots et les humains. On a moins de sites avec une totale automatisation que de l'automatisation, de la robotisation de quelques processus, donc partiels, et on va aller plutôt robotiser ou automatiser les processus qui génèrent soit le plus de pénibilité parce que des gestes très répétitifs, qui nécessitent d'augmenter les cadences là où les hommes seraient limités humainement. Et donc on va cibler les process de l'entrepôt, les process des opérations logistiques que l'on va plus spécifiquement automatiser. Et c'est là qu'intervient la collaboration avec l'homme, puisque dans un environnement tel qu'un site logistique, on est évidemment confronté à devoir faire collaborer des automates, des robots et des humains, et tout ce monde-là doit se balader et doit exécuter ses missions au sein d'un même environnement. Donc ça fait partie aussi des challenges de la robotisation des sites logistiques. Alors, cette cohabitation, on peut l'illustrer par un exemple. C'est encore ressorti récemment dans la presse spécialisée supply chain chez Amazon, qui a annoncé quand il a créé son site à Metz, à son entrepôt logistique à Metz, la création de 1000 emplois humains. Alors que ce site de Metz est le deuxième site le plus automatisé chez Amazon en France. Ce qui veut bien dire, donc là ils ont déjà embauché 500 personnes sur le début, donc 500 CDI qui ont été déjà créé par Amazon sur un site pourtant réputé comme un des plus automatisés. Ça illustre bien ce besoin et ce challenge que vont avoir les opérations en entrepôt à faire cohabiter et à orchestrer les flux au travers de ces différents moyens de production que sont les hommes et les robots ou les automates. La question, bien sûr, c'est quelle commande je vais passer dans ma flotte à ma flotte de robots et quelles sont les autres commandes que je vais continuer à faire exécuter par les humains. Alors on assiste vraiment à une déferlante de robots dans les entrepôts. Il y a quelques chiffres quand même pour illustrer ça. Alors déjà en 2019, ABI Research nous annonçait 4 millions de robots qui seraient déployés dans 50 000 sites logistiques d'ici à 2025. On en prend bien le chemin. En 2021, Logistic Matter dit que 270 000 nouveaux robots vont être déployés dans les entrepôts logistiques. C'est un marché qui représente aujourd'hui à peu près 6 milliards de dollars et qui va avoir une croissance assez exponentielle puisque 16% de croissance annuelle jusqu'en 2028, ça amène un marché à pratiquement 18 milliards d'euros. Ça, c'est Fortune Business Insight qui nous apprend ça. Et puis le Gartner a fait récemment a publié une recherche récente avec un peu plus de précision ou en tout cas un autre angle d'illustration de
l'arrivée des robots dans les sites logistiques. Ils disent que d'ici 2025, 50% des mouvements logistiques seront réalisés par des robots mobiles. On va voir un peu plus tard la différence entre robots mobiles et bras mécanisés ou robotisés, comme on dit, et que 30% des sociétés auront des flottes hétérogènes de robots. Pourquoi hétérogènes? C'est que les robots, et on va aussi le voir dans une vidéo un peu plus tard, sont spécialisés sur des types d'activités. Donc faire cohabiter, on dit, les robots et les hommes, selon ce que chacun est capable de faire, c'est aussi arriver à faire cohabiter des robots pour ranger, des robots pour pousser, des robots pour prélever, des robots pour trier. Voilà. Alors, chez Generix, donc c'est évidemment un marché très très intéressant. C'est le moment peut-être de vous parler un peu de Generix Group. Nous, on a une activité autour des logiciels, des systèmes d'information en mode software as a service, donc à la demande. Et on a une activité, on réalise à peu près 90 millions d'euros de chiffre d'affaires dans beaucoup de géographies. Même si on est originaire de France, on est maintenant un peu partout en Europe, on est au Brésil, on est en Nord-Amérique, on est également en Russie, un petit peu en Asie avec certains de nos clients. Et pour nombre de nos clients, on les aide à organiser les opérations de leurs entrepôts. On les équipe de ce qu'on appelle le fameux Warehouse Management System, le WMS. Et le WMS, on le déploie donc auprès de pas mal d'acteurs du e-commerce et de l'omnicanal. On peut citer par exemple, on a annoncé dans la presse la semaine dernière qu'on vient de repartir sur un partenariat avec Carrefour au Brésil pour équiper 12 entrepôts de e-commerce pour cette enseigne de l'alimentaire. Évidemment, ils ne font pas que du e-commerce sur l'alimentaire. On est aussi très présent auprès des enseignes du retail dit spécialisé. On peut citer les enseignes avec lesquelles on a déjà communiqué, qui sont Conforama, Leroy Merlin en Russie, Rexel en Espagne, Stocomanie aussi, qui a récemment ouvert un tout nouveau site logistique équipé de trieurs, un trieur de chez Vanderland. Donc, c'est le WMS de Generix qui orchestre et qui anime l'ensemble des opérations, du stockage à la préparation jusqu'à l'expédition, en collaboration avec ces systèmes automatisés. Alors c'est important cette orchestration et le fait de pouvoir piloter et d'animer les flux et les process avec ou sans d'ailleurs mécanisation ou automatisation, parce que c'est comme ça que l'on peut améliorer la satisfaction du client final, parce qu'on va être capable d'avoir un service plus rapide. C'est toujours encore la course à celui qui sera livré le plus vite. Donc pour livrer plus vite, il faut préparer plus vite, et puis il faut préparer en qualité. C'est-à-dire, il n'est pas question de se tromper du produit dans le carton pour réaliser une commande. Donc il y a vraiment aussi bien des process de qualité, mais jusqu'à la politique de stockage, on va organiser les opérations de manière à assurer la meilleure qualité possible dans les opérations de préparation des commandes. Et si on veut une logistique aujourd'hui qui soit innovante, différenciante et super flexible, eh bien évidemment, il faut investir dans des solutions. Alors, dans les robots, d'une part, sans doute, pour accélérer les cadences et limiter la pénibilité, mais en amont des robots, dans des systèmes capables d'organiser les opérations de manière globale dans le site. Pourquoi on parle de cette déferlante des robots en entrepôt? C'est parce que derrière, il y a des enjeux. Alors, il y a des enjeux, on l'a vu, sur le traitement des volumes. Quand on est en omnicanal, on parle bien sûr beaucoup de volume en unités consommateurs. Il faut prélever les produits et les préparer un après l'autre. On n'est plus sur préparer des palettes ou des cartons, des colis dans les entrepôts pour aller livrer des magasins. On a également en e-commerce des pics saisonniers avec des pourcentage de croissance et des différences du jour au lendemain, c'est-à-dire au moment où on attaque un pic saisonnier, du jour au lendemain pour la logistique en e-commerce, c'est des x10, x50 en termes de volume à passer sur les mêmes infrastructures. Bien entendu, si ces infrastructures sont équipées de systèmes automatisés pour lesquels on peut réguler la capacité, bien entendu, on va passer beaucoup mieux ces pics saisonniers. Un deuxième phénomène qui impacte
l'augmentation des robots en entrepôt, c'est le constat d'une certaine pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'est lié évidemment à la pénibilité de certaines opérations en entrepôt. La difficulté qu'on a à fidéliser les ressources en entrepôt, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à former des nouveaux collaborateurs, beaucoup d'intérimaires dans ces sites logistiques. Il y a vraiment un déficit d'attractivité de ce secteur-là pour les employés d'aujourd'hui. Et puis, alors pour certains, notamment pour les prestataires logistiques qui en fait prennent beaucoup des activités des e-commerçants et des acteurs de l'omnicanal et qui les exécutent pour le compte des marques, investir dans de la robotique et certains robots en particulier, ça permet aussi d'aller gagner un peu plus de business grâce à une meilleure image de l'innovation. Et puis enfin, et c'est pas le moindre parce que on a des challenges en logistique omnicanal aujourd'hui, c'est de rapprocher les stocks. Pour livrer plus vite, il faut pouvoir rapprocher les stocks des consommateurs. Donc, on parle de logistique urbaine. La logistique urbaine, ça se fait dans un environnement urbain où le foncier est cher, où il est moins disponible, il y en a moins de superficie. Donc avec les systèmes automates de certains constructeurs, on va pouvoir totalement densifier le stock et le stockage des marchandises. Et ça, c'est aussi un intérêt fort de permettre de déployer des logistiques automatisées et performantes dans un environnement urbain. Et puis quand on n'est pas dans un environnement urbain, le fait de pouvoir passer beaucoup plus de volume grâce à l'automatisation d'un process ou de plusieurs process, là où on n'aurait pas la place de rajouter des opérateurs et des postes de préparation ou de packing, eh ben on peut potentiellement éviter ou décaler un déménagement. On sait que le déménagement d'un site logistique, c'est généralement extrêmement coûteux et impactant. Alors ces enjeux, on les associe aussi à des performances, bien sûr, c'est assez intéressant. Pour vous illustrer les performances, j'ai été chercher quelques allégations de certains constructeurs. Alors, un premier exemple qui est un exemple d'un constructeur français, Scalog, qui fait des robots qui soulèvent des étagères, on va les voir un petit peu plus tard. Alors Scalog, lui, annonce passer de 200 pics, c'est les prélèvements. Un opérateur prend un produit dans une étagère ou dans un emplacement de stockage pour le déposer dans un carton qui correspond, ou un bac qui correspond à une commande. Donc on fait plus que doubler puisqu'on passe de 200 pics à l'heure à 450 pics à l'heure, avec évidemment le levier gain de stockage sur ces process type Scalog. Alors le gain de la densité de stockage, ça va aussi pour des acteurs comme Exotec ou AutoStore. AutoStore, lui, il annonce que chez Parton aux États-Unis, c'est Parton équipe des restaurants aux États-Unis, il a augmenté la productivité de préparation de commandes par 5. Il a fait x5 sur la productivité. C'est quand même assez conséquent. On commence à pouvoir se poser des questions sur l'intérêt du sujet quand on voit des chiffres comme ça. Alors, on a un autre partenaire chez Generix qui s'appelle Locus Robotics. Locus Robotics, c'est des robots mobiles autonomes qui viennent aider les préparateurs à réaliser leurs opérations. On va aussi les voir tout à l'heure. Alors, bon, c'est des Américains, donc ils annoncent pouvoir diviser le nombre de préparateurs par 2. Nous, on aurait plutôt tendance à alléguer sur une multiplication de la productivité par 2. Après, on voit ce qu'on fait, soit on absorbe plus de volume, soit effectivement on propose d'autres missions aux gens qui avant faisaient de la préparation. Ça représente 70 000 lignes de préparation à l'heure avant, donc qui passe à 140 000 lignes de préparation à l'heure. Voilà. Alors tous ces noms-là, Locus, Scalog, Exotec, c'est pas évident de s'y retrouver parce que évidemment la robotique c'est beaucoup d'innovation, beaucoup de start-up dans beaucoup de géographies et ces start-up-là nous proposent des innovations en permanence parce que finalement quand on est dans un entrepôt logistique, on a des commandes très différentes. Donc avec des produits gros, des produits petits, beaucoup de lignes par commande, peu de lignes par commande. On a des produits très hétérogènes, on a des sites qui ne se ressemblent pas les uns les autres, qui sont équipés différemment.
avec plus ou moins de capacité de stockage, et puis des activités qui sont aussi différentes. Si je fais des produits frais et que je suis en froid négatif, je n'ai pas les mêmes contraintes que si je suis dans un entrepôt à température dirigée, un entrepôt en température ambiante, et si je fais des produits dangereux, ou si je fais des produits alcool, voilà, ou des produits de luxe très chers, évidemment. Et pour chacun de ces types de produits, types de process, vous avez pratiquement une start-up qui a innové en robotique pour améliorer. Alors, il cible évidemment là où il y a le plus de pénibilité, le plus de gains à faire en termes de volume. Alors, on peut passer, maintenant qu'on a, voilà, j'arrive à passer la slide, vu un peu, fait le tour des différentes technologies, et encore, je ne prétends pas avoir été complètement exhaustive sur les technologies que je vous ai montrées. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aux facteurs clés de succès. C'est comment moi, dans mon entrepôt, sur quel type de robot je dois investir et qu'est-ce que je peux en gagner, comment je le choisis, parce que vous voyez que le choix est large. Alors la première chose, c'est de réfléchir au process. On a parlé, tous les process ne s'adaptent pas, enfin tous les robots ne sont pas adaptés à tous les process. On a vu l'exemple des boîtes de chaussures, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir préparer des bacs avec ce robot-là, ça s'adapte que pour les boîtes de chaussures. Il faut aussi prendre du recul par rapport au process. L'idée n'étant pas d'automatiser ou de mécaniser nécessairement le process qui est déjà en place, mais d'observer la technologie et à partir de là de pouvoir réfléchir à quel pourrait être le nouveau process. Et donc on part vraiment du besoin. Est-ce que je dois aller plus vite? Est-ce que je dois faire plus de commandes avec moins de lignes par commande? Est-ce que j'introduis des nouveaux produits qui sont plus petits? Est-ce que les produits sont manipulables par un bras mécanisé? Donc voilà, il y a toute une réflexion pour définir le bon process auquel vous allez associer des robots. Alors une fois qu'on a dit, OK, c'est bon, on part sur un process que l'on va robotiser, deuxième question à se poser, c'est l'ergonomie, parce qu'un des challenges et une des promesses en fait, de la robotique en entrepôt par rapport au système plus traditionnel de convoyage et de mécanisation dite lourde, c'est qu'ils sont déployables très rapidement. Ils sont déployables aussi, aussi bien rapidement en augmentation du nombre de robots, donc l'ergonomie est clé. Il ne faut pas qu'un opérateur ait de questions à se poser sur comment il va dialoguer avec le robot. L'interface utilisateur d'un petit écran, ou en tout cas ce que fait le robot, ça doit être transparent pour n'importe quel opérateur du site. Alors je ne parle pas évidemment de ceux qui vont s'occuper de la maintenance du robot, du paramétrage bien sûr. Une fois que on est garanti qu'en termes d'ergonomie, on va faciliter la montée en charge des robots et leur intégration rapide dans les sites logistiques, évidemment, on va regarder leurs performances. Donc les performances, c'est bien entendu, checker que d'un point de vue mécanique par rapport à la configuration du site, c'est-à-dire est-ce que j'ai des dalles qui sont bien droites, est-ce que j'ai pas des sortes de marches ou des obstacles qui vont empêcher le robot de passer. Il y a des robots avec des toutes petites roues, on a vu les Kiva par exemple, ceux-là ils savent pas passer des marches. Est-ce que je suis en froid négatif, c'est-à-dire comment je gère les problèmes de batterie dans un environnement de froid négatif. Donc il y a toutes ces questions techniques-là à se poser qui vont bien sûr impacter les performances. Et puis les performances, ensuite, c'est de combien de robots j'ai besoin par rapport au volume d'activité. Qu'est-ce que ça va vraiment me faire gagner en temps, donc en nombre de pics à l'heure par exemple, et je vais pouvoir ainsi calculer un ROI. Alors pour accélérer l'adoption des robots dans les entrepôts face à cette histoire de ROI, c'est là les Américains qui innovent toujours un peu avant les Européens sur les business models. Et eux, ils sont déjà passés au robot as a service. Robot as a service, c'est le robot, on le loue, on ne l'achète pas, on le loue. Et quand j'en ai besoin de plus pour mes pics saisonniers, eh ben j'appelle et je me fais livrer des robots pour le temps de mon pic saisonnier que je remballerai, que je renverrai, qu'on viendra récupérer chez moi plus tard. Donc on est vraiment avec une flexibilité et un paiement à l'usage de la robotisation de certains process. Voilà.
L'accompagnement au changement, il est clé aussi autour de la robotique, bien entendu. On est quand même dans des générations de personnes qui travaillent dans les entrepôts qui sont plus, bon, qui n'ont pas trop de soucis, pas trop d'appréhension par rapport à cette cohabitation. Pour faciliter d'ailleurs l'adoption des robots dans les entrepôts, choisissez plutôt des robots qui ont un look sympa. Un robot qui fait peur, bah forcément, il va être moins vite et moins bien accepté qu'un robot qui a l'air sympa. Alors, en guise de conclusion, bon, je l'ai dit au début, la supply chain en ce moment est super challengée. On a vu typiquement les problèmes d'approvisionnement de masques, de vaccins, et voire même de pâtes à un certain moment au tout début de la pénurie. Donc tout ça, ça met une pression forte en supply chain. Un des leviers d'accélération de la réponse de la supply chain face à ces enjeux-là, de volume, de complexification des flux et des process logistiques, évidemment, c'est la robotique. On parle évidemment de collaboration robot avec les humains. Encore une fois, un site 100% robotisé, c'est extrêmement rare. En tout cas, mécanisé, ça existe, mais robotisé, c'est extrêmement rare. Les robots, aujourd'hui, ne sont pas encore capables d'exécuter tous les gestes que les humains font. On pense à la différenciation retardée, par exemple, sur des produits de luxe, ou de faire le bel emballage cadeau. Et bon, bah, même un robot comme celui qui s'affiche à l'écran, il aura un petit peu du mal, ou ça coûterait extrêmement cher pour lui faire le beau nœud avant d'envoyer le paquet au client. Donc certains robots, oui, vont permettre d'intégrer de nouveaux services, en tout cas apporter de la valeur ajoutée en vitesse et en capacité d'exécution. Et donc ça, c'est intéressant pour les volumes et la réduction des délais de livraison. Ceci dit, certains collaborateurs resteront encore indispensables pour des process plus fins de packaging, de contrôle également. Ça pose la question, les robots d'entrepôt aussi, de l'avenir et de la responsabilité des sociétés, en tout cas des patrons de la logistique, sur l'évolution professionnelle des collaborateurs dans les sites logistiques. J'imagine, moi je ne viens pas du tout du milieu industriel, on est très logistique chez Generix, mais ça doit être la même chose dans les usines. Comment j'accompagne la transformation des jeunes d'aujourd'hui et de l'apprentissage qu'ils font aujourd'hui sur des métiers qui seront les métiers de demain. Et ça va très très vite, donc ça aussi c'est un élément clé de société. Voilà. Alors la génération gaming va sans doute être assez vite intéressée par participer. Moi, tout ce que j'espère, c'est que grâce aux robots, on ait un peu plus d'attractivité des métiers de la logistique pour les jeunes, et que enfin, on sorte à la fois des problèmes de pénurie et à la fois de cette image de la logistique qui peut limiter son attractivité pour les jeunes et les collaborateurs. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous propose de continuer, de passer aux échanges maintenant, et je vous dis à tout de suite dans la chatroom privée.